l'histoire, dans sa grande et impersonnelle majesté, enregistre les grandes guerres, les noms des rois et les dates des victoires. Elle se souvient des traités signés et des empires déchus, gravant leurs exploits dans le marbre froid de l'éternité. Mais parfois, les plus grandes histoires, les batailles les plus viscérales, les plus inoubliables, ne se livrent pas sur un champ de bataille sous un ciel ouvert. Elles se cachent dans le silence feutré des salles d'audience, dans le tremblement presque imperceptible d'une main qui verse le thé, ou dans la lueur métallique, fine comme un cheveu, d'une seule goutte au fond d'un tube à essai. Ceci est l'une de ces histoires. France, 1840. Une nation à la croisée des chemins, le cœur tiraillé entre un passé aristocratique et un avenir industriel. Une époque où les premières fumées des usines commençaient à s'élever des villes, venant souiller les brumes ancestrales des campagnes profondes. Un temps où la science, jeune, arrogante et pleine de promesses, commençait sa longue et difficile guerre contre la superstition, la tradition et les secrets bien gardés. Et au cœur battant de cette époque, une question, une seule question, qui allait diviser le pays tout entier, des salons littéraires parisiens aux plus humbles chaumières de province. La femme assise sur le banc des accusés, la maîtresse du domaine du Glandier, Marie Lafarge, était-elle une meurtrière d'une intelligence diabolique ou un ange sacrifié sur l'autel de la cruauté des hommes? La réponse de la justice, froide, nette et définitive, est écrite dans les archives nationales, reliées de cuir et dormant dans la poussière. Mais la réponse de la vérité, la réponse de la vérité est bien plus complexe. Elle n'est pas écrite, elle est murmurée. Elle se cache dans les secrets de famille, dans les lettres jaunies, dans les légendes qui courent encore le long des rivières sinueuses de Corrèze. Laissez-moi vous emmener là où ces murmures ont commencé, dans ce domaine sombre et isolé où tout a commencé, et où tout, pour Marie, a pris fin. La salle d'audience de Tulle, en ce jour d'hiver 1840, retenait son souffle. L'air était lourd, vicié, saturé de l'odeur de la laine mouillée des manteaux, de la sueur froide de l'anxiété et de l'anticipation collective. Les paysans sur les bancs de bois, les visages burinés par une vie de labeur, tenaient leurs chapeaux contre leur poitrine. Les notables locaux, dans leurs redingotes sombres, observaient la scène avec une gravité affectée. Et les journalistes parisiens, reconnaissables à leur air pressé et à leurs vêtements à la dernière mode, griffonnaient fébrilement sur leurs calepins, cherchant la phrase choc qui ferait vendre le journal du lendemain. Tous les yeux, absolument tous, étaient fixés sur un seul point. Non pas sur l'accusé, pas encore, mais sur l'homme spécialement venu de la capitale, le grand prêtre d'une nouvelle religion, le chimiste le plus célèbre et peut-être le plus arrogant de son temps, M. Mathieu Orfila. Devant lui, sur une table dressée comme un autel païen, se trouvait un assortiment d'étranges tubes de verre, de cornues, de becs binçants et de fioles de produits chimiques aux étiquettes latines, que personne, dans cette province reculée, n'avait jamais vu. Ce n'était pas seulement un procès, c'était une démonstration de force, une messe célébrée en l'honneur d'une nouvelle divinité, la science. Pour la toute première fois dans l'histoire judiciaire française, M. Orfila allait utiliser une méthode révolutionnaire, presque magique aux yeux des profanes, appelée le test de marche. Son objectif, solennel et terrible, chercher l'assassin invisible, le poison des rois et des lâches, la poudre de succession, l'arsenic, dans les échantillons prélevés sur le corps exhumé de feu Charles Lafarge. Mais mes yeux, n'étaient pas sur M. Orfila et son théâtre scientifique. Mes yeux étaient sur elle, Marie, assise sur le banc des accusés, droite, presque rigide, vêtue d'une simple robe noire qui accentuait la pâleur translucide de sa peau. Son visage, encadré de lourdes boucles sombres, était un masque de sérénité impénétrable. Dans son regard, il n'y avait ni la froideur calculatrice d'une meurtrière, ni la peur paniquée d'une innocente. Il n'y avait qu'une immense et insondable lassitude. La tranquillité terrible de quelqu'un qui a déjà joué toutes ses cartes et qui attend, simplement, que le jeu s'achève. Quel que soit le verdict des hommes,
Pour elle, tout était déjà terminé. Puis, la scène se dissout dans un tourbillon de souvenirs, comme de l'encre tombant dans l'eau, et nous retournons un an en arrière. Au moment fatidique, au jour précis où Marie, poussant la porte grinçante d'un apothicaire de Tulle, une boutique sombre sentant la naphtaline, la réglisse et les herbes séchées, demanda d'une voix qui ne tremblait pas, une petite boîte de poudre blanche. « C'est pour les rats, dit-elle en regardant le vieil homme à lunettes dans les yeux. Le manoir en est infesté. » L'histoire de Marie, cependant, ne commence pas avec du poison, mais avec de la poésie. Elle commence dans le Paris des années 1830, non pas dans les grands salons dorés de l'aristocratie, mais dans l'univers confortable et intellectuel de la bourgeoisie éclairée. Née dans une famille de bonne lignée mais dont la fortune s'était étiolée avec les révolutions, Marie avait reçu une éducation qui était le privilège de quelques rares femmes de son temps. Ses compagnons de jeu n'étaient pas des poupées, mais les livres de la bibliothèque de son père. Elle avait grandi avec les vers de Lamartine et de Victor Hugo, les sonates de Chopin qu'elle déchiffrait au piano et les débats philosophiques qu'elle surprenait lors des soirées familiales. Son esprit était vif, son âme sensible, et ses rêves, immenses et romantiques. Elle rêvait d'un amour qui serait une communion des esprits, d'un mariage qui serait une conversation ininterrompue, d'un salon où elle pourrait discuter de littérature et de philosophie jusqu'au bout de la nuit. Mais la réalité, comme une créancière impitoyable, frappa à la porte. La mort de son père révéla l'étendue de leurs dettes. Pour sauver l'honneur de la famille et assurer son propre avenir, il n'y avait qu'une seule issue honorable, un bon mariage. Un marieur fut engagé, et il revint avec une proposition. Un certain Charles Lafarge, maître de forge au Glandier, un domaine en Corrèze. Le marieur, avec un talent certain pour l'embellissement, le dépeignit sous les traits les plus flatteurs, un gentilhomme campagnard, veuf, encore jeune d'esprit, propriétaire d'un château historique et d'une fortune respectable bâtie sur l'industrie du fer. Pour Marie, c'était une pilule amère. Quitter Paris, quitter la civilisation, pour s'enterrer dans la campagne profonde, mais peut-être, se disait-elle avec l'optimisme de la jeunesse, trouverait-elle dans la quiétude de la province un homme bon, un cœur simple, et une vie paisible loin de l'agitation du monde. C'était un sacrifice, mais un sacrifice qu'elle était prête à faire. Le voyage de Paris au Glandier fut un long et lent enterrement de ses illusions. Le landau confortable des premiers jours laissa place à une diligence cahotante. Les paysages élégants de l'Île-de-France cédèrent la place aux forêts sombres et aux collines austères du Limousin. Chaque kilomètre qui l'éloignait de la capitale semblait l'enfoncer plus profondément dans une France plus ancienne, plus rude, plus silencieuse et plus sombre. Et puis, après des jours de route, elle arriva. Le château n'était qu'un manoir décrépit et humide, une masse de pierres grises aux murs suintants, flanqué d'une forge industrielle dont la cheminée crachait une fumée noire et grasse qui assombrissait constamment le ciel et déposait une fine couche de suie sur les fenêtres sales. L'air ne sentait pas les roses et le lilas, mais le charbon, le métal en fusion et une odeur tenace de misère. Et Charles l'attendait sur le perron. Il n'était pas le gentilhomme qu'on lui avait décrit. C'était un homme fruste, plus âgé qu'on ne le lui avait dit, le visage rougi par la chaleur des forges, les mains calleuses et les manières d'un paysan enrichi. Il était écrasé par les dettes, un fait qu'il avait soigneusement caché, et il voyait en Marie non pas une épouse à chérir, mais une dot, une transaction commerciale, une solution à ses problèmes financiers. Dès le premier dîner, dans une salle à manger glaciale où leur voix résonnait, Marie comprit l'étendue de sa prison. Une prison de murs de pierre mousseux, un mariage sans amour, sans esprit, sans espoir, et la perspective d'une torture psychologique lente et quotidienne. Charles, profondément complexé par l'éducation, la grâce naturelle et l'esprit vif de Marie, adopta la plus vieille défense des hommes médiocres, l'humiliation. Pour se rehausser, il la rabaissait. Il se moquait de sa sensiblerie parisienne
critiquait ses goûts en matière de livres qu'il n'avait jamais lus, dénigrait ses opinions devant les rares visiteurs, des notables locaux aussi frustes que lui. Chaque dîner était une épreuve, chaque conversation une potentielle humiliation. Il contrôlait ses dépenses, lisait son courrier, isolant sa jeune épouse du monde qu'elle avait connu. Marie tenta de se battre, au début. Elle essaya de faire du glandier un foyer. Elle fit venir des fleurs, réorganisa la bibliothèque poussiéreuse, tenta d'introduire un peu de lumière et de beauté dans cette obscurité. Mais chaque effort se heurtait au mépris de Charles. Des futilités de femme, disait-il en balayant ses arrangements floraux d'un revers de main. Marie se replia sur elle-même, passant ses journées à errer dans les couloirs froids du manoir comme un fantôme, sa seule compagnie étant les livres qu'elle avait apportés de Paris. Mais le véritable visage de la noirceur du glandier, la véritable nature du monstre, ne résidait pas seulement dans le désespoir de Marie. Il se cachait dans le traitement que Charles réservait à ses domestiques, et plus particulièrement à une jeune fille nommée Clémence. Clémence était une orpheline du village, employée au glandier depuis son plus jeune âge. Elle était illettrée, presque muette de timidité, et possédait une beauté fragile et innocente, des yeux clairs comme l'eau d'un ruisseau, qui semblait une anomalie, presque une provocation, dans cet environnement hostile. Charles la traitait avec une cruauté particulière, comme s'il cherchait à souiller cette pureté. Il l'accablait des tâches les plus ingrates, l'humiliait publiquement pour le moindre prétexte, un plat trop salé, un sol mal lavé. Il semblait prendre un plaisir pervers à voir la peur dans ses grands yeux clairs. Marie, voyant en Clémence un reflet de sa propre solitude et de sa propre impuissance, se prit d'une affection protectrice pour elle. Un soir, bravant la colère de son mari qui détestait qu'elle se mêle aux domestiques, elle surprit Clémence en train de pleurer en silence dans la buanderie glaciale. Sans un mot, elle s'assit à côté d'elle et posa une main sur son épaule tremblante. Ce fut le début d'une alliance secrète, d'une sororité silencieuse. La maîtresse déchue et la servante opprimée. Elles étaient deux âmes captives dans la même cage. Leur relation devint le seul rayon de soleil dans la vie de Marie. Le soir, après que Charles se soit retiré dans son bureau pour ruminer sur ses comptes, Marie rejoignait Clémence dans la grande bibliothèque poussiéreuse. À la lueur d'une seule bougie, au milieu des ombres dansantes, la maîtresse du glandier commença à apprendre à lire et à écrire à la jeune servante. Ces leçons clandestines étaient des moments de magie pure. Voir les yeux de Clémence s'illuminer en déchiffrant son premier mot, lune, voir un sourire timide et émerveillé naître sur son visage, c'était comme cultiver une fleur rare et précieuse dans un sol empoisonné. Pour la première fois depuis son arrivée, Marie sentit qu'elle avait un but. Elle ne pouvait pas se sauver elle-même, mais peut-être pouvait-elle donner à Clémence les outils pour rêver d'une autre vie. Mais la tyrannie de Charles ne connaissait pas de limite. Et comme tous les tyrans, il ne supportait pas de voir la lumière là où il avait semé l'obscurité. Il remarqua le changement chez Clémence. La lueur d'intelligence nouvelle dans son regard, sa posture un peu moins craintive. Et cela le rendit furieux. Il interdit à Marie de continuer les leçons, menaçant de renvoyer la jeune fille si elle désobéissait. La porte de la cage venait de se refermer brutalement. Pire encore, son attention perverse sur Clémence redoubla d'intensité. Les accidents de la jeune fille devinrent plus fréquents, plus graves. Un bleu au bras, qu'elle cachait sous sa manche à cause d'une porte. Une lèvre fendue en tombant dans l'escalier. Marie n'était pas dupe. Elle voyait la terreur revenir dans les yeux de Clémence, une terreur plus profonde, plus sombre, qui éteignait la petite flamme qu'elles avaient si patiemment ravivée ensemble. Le point de non-retour, le moment précis où tout bascula de la résignation passive à la révolte active, fut atteint lors d'une nuit d'hiver glacial. Une nuit où le vent hurlait autour du manoir comme une âme en peine. Marie fut réveillée par un bruit étouffé, un sanglot qui n'était pas celui du vent. Se glissant hors de sa chambre, le cœur battant, pieds nus sur le sol froid, elle suivit le son jusqu'à l'office,
au rez-de-chaussée. La porte était entr'ouverte. Une faible lueur de bougie filtrait. Et ce qu'elle vit grava une image de feu et de glace dans son esprit pour le restant de ses jours. Charles avait acculé Clémence contre le mur de pierre. Il ne s'agissait plus d'humiliation verbale, mais d'une agression physique, brutale et imminente. La robe de la jeune fille était déchirée à l'épaule. Son visage était baigné de larmes silencieuses, ses yeux fermés dans une attente d'horreur absolue. L'intervention de Marie fut instinctive, primale. Elle ne cria pas. Elle poussa simplement la porte. Le grincement du bois suffit. Charles, surpris en plein acte, se retourna. Son visage, dans la lueur vacillante, était celui d'un animal. Il la foudroya du regard, un regard mêlé de rage et de contrariété. Puis, sans un mot, il ajusta ses vêtements et sortit de la pièce en la bousculant. Ce soir-là, en réconfortant Clémence qui sanglotait convulsivement dans ses bras, une Clémence qui ne pouvait même plus parler, seulement trembler, Marie comprit une chose avec une clarté terrifiante et absolue. La loi ne viendrait jamais jusqu'au glandier. Le monde extérieur n'existait pas. Personne ne viendrait les sauver. Si elle ne faisait rien, Charles finirait par détruire complètement la jeune fille, corps et âme, comme il était en train de la détruire elle-même. Il recommencerait, et à jour, il irait jusqu'au bout. C'est à ce moment précis, dans le froid et l'obscurité de ce manoir maudit, tenant dans ses bras le corps brisé de son unique ami, que la femme de lettres, la poétesse romantique, la jeune femme qui rêvait d'amour, mourut en elle. Et autre chose, de plus ancien, de plus froid, de plus dur, de plus déterminé, commença à prendre sa place. Elle ne serait plus une victime attendant un miracle. Elle serait le miracle. Un miracle sombre et terrible. Elle serait la solution. La décision, une fois prise dans le silence glacial de cette nuit maudite, ne laissa aucune place au doute, aucune place aux remords anticipés. C'était comme si un interrupteur avait été actionné dans les profondeurs de son âme, éteignant la femme qu'elle avait été pour révéler celle qu'elle devait devenir. La peur et le désespoir qui l'avaient rongée pendant des mois, comme un acide lent, furent instantanément remplacés par une clarté de pensée cristalline, une concentration presque surnaturelle. Le monde autour d'elle semblait s'estomper, les sons du vent hurlant et des volets claquant s'assourdirent. Il n'y avait plus que l'objectif, net et brillant comme un éclat de verre dans l'obscurité. Charles devait disparaître. Non pas pour la simple punition de ses crimes, mais pour la survie de Clémence. C'était devenu une simple et terrible équation de vie et de mort. Pour qu'une vie innocente puisse fleurir, une autre, corrompue, devait s'éteindre. Son plan ne fut pas un acte de passion impulsive, une explosion de haine aveugle. Ce fut l'œuvre d'une intelligence analytique, une partie d'échecs méticuleusement planifiée contre un adversaire brutal. Elle le savait maintenant, profondément prévisible. Elle passa en revue toutes les options avec une logique froide. S'enfuir, une fantaisie romanesque. Ou irréelle, deux femmes seules sans argent, sans protection, dans une France où une femme non accompagnée était une proie. Elle serait rattrapée en quelques jours, et le châtiment serait terrible. L'affronter physiquement, une folie. La force de Charles était bestiale. Le dénoncer, la plus cruelle des illusions. Qui, dans ce monde d'hommes, croirait la parole d'une épouse jugée hystérique et d'une servante muette de peur contre celle d'un maître de forge, un notable, si endetté soit-il? Non, la justice des hommes était une porte fermée. Il lui fallait trouver une autre clé. Il ne lui restait qu'une seule arme, une arme que son éducation et son esprit lui avaient donnée, la connaissance. Une arme de femme, disait-on avec mépris à l'époque, une arme invisible, silencieuse et patiente. Le poison. La première étape fut la plus dangereuse, celle qui pouvait tout trahir si elle commettait la moindre erreur. Se rendre à Tulle pour se procurer l'instrument de sa justice. Elle prétexta une visite chez une couturière pour une nouvelle robe, une demande si futile et si féminine dans ce contexte de deuil silencieux que Charles,
après avoir grommelé sur la dépense, accepta avec un haussement d'épaules méprisant, la voyant sans doute comme une créature faible et superficielle. C'était précisément l'image qu'elle voulait projeter. La boutique de l'apothicaire était un lieu hors du temps, une caverne sombre où des centaines de bocaux de verre et de pots en faïence s'alignaient sur des étagères poussiéreuses jusqu'au plafond. L'air sentait un mélange puissant de camphre, de clous de girofle, de réglisse et de racines séchées. Le vieil apothicaire, M. Brunet, un homme voûté aux petites lunettes rondes et à la blouse éternellement tachée, la salua avec une déférence respectueuse, s'inclinant devant la maîtresse du glandier. Marie, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, mais la voix aussi calme et mesurée que si elle commandait de la farine, lui expliqua son problème. Le manoir du glandier, disait-elle en baissant légèrement la voix pour créer une atmosphère de confidence, était infesté de rats. Des créatures audacieuses qui s'attaquaient non seulement aux réserves de grains dans la grange, mais aussi, et c'est là qu'elle ajouta une touche de génie dramatique, aux précieux livres de la bibliothèque de son défunt beau-père. Le vieil homme hocha la tête, d'un air entendu, ses lunettes glissant sur son nez. « Ah, les rats, un véritable fléau, dit-il. Ils n'ont de respect pour rien. » Il se dirigea d'un pas traînant vers une armoire en bois sombre, fermée à clé, le sanctuaire de ses substances les plus puissantes. Il en sortit une petite boîte rectangulaire en carton blanc, ornée d'une tête de mort grossièrement dessinée, un avertissement presque enfantin pour un contenu si mortel. « L'arsenic, dit-il en posant la boîte sur le comptoir. Il n'y a rien de plus efficace. Radical. Mais soyez prudente, madame. C'est un poison violent. Une simple pincée suffit pour le plus gros des surmulots. Tenez-le absolument hors de portée des enfants et des animaux. » « Nous n'avons ni l'un ni l'autre, répondit Marie, sa voix dénuée de toute émotion, une affirmation qui, dans son esprit, était une prière pour l'avenir de Clémence. Elle paya, glissa la petite boîte dans son réticule de velours, et sentit son poids, si léger et pourtant si immense. C'était comme si elle tenait le destin de 3 vies, et peut-être même son âme, dans la paume de sa main. De retour au glandier, le lent et patient processus commença. Charles, malgré sa carrure imposante et sa voix de stentor, était un homme à la santé fragile, un hypocondriaque qui se plaignait constamment de maux d'estomac, de crampes et de vapeur. C'était sa plus grande faiblesse, sa faille, et elle allait devenir la porte d'entrée de Marie. Changeant radicalement de comportement du jour au lendemain, elle se transforma en épouse dévouée et attentionnée. Elle rejeta la faute de ses mots sur la cuisine trop rustique et trop grasse du manoir et insista, malgré les protestations de la vieille cuisinière, pour préparer elle-même certains plats et boissons plus délicats pour son mari convalescent. Charles, d'abord méfiant, fut rapidement conquis par ce changement soudain. Sa vanité d'homme fut flattée. Il y vit non pas un complot, mais une soumission, la victoire de sa volonté sur l'esprit rebelle de sa femme. Il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Chaque soir, Marie lui préparait une tasse de lait chaud sucré au miel, une boisson qu'il appréciait avant de dormir pour calmer ses nerfs. Et chaque soir, avec la précision d'un chimiste, elle y ajoutait une dose infime, presque homéopathique, d'arsenic. Une quantité si petite qu'elle était indétectable au goût, parfaitement masquée par la douceur du miel. Assez pour provoquer un léger malaise, une nausée passagère, des crampes qu'il mettait sur le compte de sa constitution fragile, mais pas assez pour le tuer. Pas encore. C'était une torture psychologique pour elle autant que physique pour lui. Chaque jour, elle le voyait s'affaiblir, son teint devenir plus cireux, ses plaintes plus fréquentes. Et chaque jour, elle devait jouer la comédie de l'épouse inquiète, lui tenant la main, lui épongeant le front avec une lingette fraîche, écoutant ses jérémiades avec une patience d'ange. À l'intérieur, elle était un désert de glace, mais à l'extérieur, elle était l'image même de la dévotion. Elle vivait dans une tension constante, sur le fil du rasoir, sachant que la moindre erreur, la moindre dose de trop, pouvait tout faire basculer.
Chaque repas était une partie d'échec mortel. Chaque regard suspicieux de son mari, chaque question de sa belle famille venue lui rendre visite, était une menace. Pendant ces semaines infernales, elle finalisait l'avenir de Clémence. C'était sa seule motivation, l'étoile polaire qui la guidait dans cette nuit morale. Utilisant ses dernières relations parisiennes, elle écrivit secrètement à la mère supérieure d'un couvent lointain en Normandie, un lieu connu pour son isolement et sa discrétion. Elle décrivit Clémence comme une jeune orpheline pieuse et fragile cherchant refuge et protection du monde. Elle vendit en secret à un voyageur de passage un bijou de sa mère, un camée délicat qui était le seul souvenir tangible qui lui restait d'elle. L'argent servirait à payer le voyage de Clémence et à assurer une petite dot pour son entrée au couvent. Chaque détail était pensé, chaque étape sécurisée. Clémence ne savait rien de la partie la plus sombre du plan, mais elle sentait que Marie préparait leur libération. Un espoir prudent, fragile comme une pousse de printemps, commençait à renaître en elle. Le processus d'empoisonnement lent dura près d'un mois. Charles n'était plus que l'ombre de lui-même. Il passait le plus clair de son temps alité, son corps autrefois robuste ravagé par un mal que les médecins locaux, perplexes, ne parvenaient pas à diagnostiquer. Il parlait de fièvre gastrique, de choléra sporadique, hochant la tête avec une impuissance savante. Marie, elle, savait. Et elle attendait le bon moment, le moment où la faiblesse de son corps le rendrait incapable de se défendre, le moment où sa mort passerait pour l'inévitable conclusion d'une longue maladie. La dernière dose, la dose finale et mortelle, fut administrée dans un petit gâteau à la fleur d'oranger, une friandise que Charles affectionnait particulièrement dans ses rares moments de répit. Marie le cuisit elle-même, dans le secret de la nuit, alors que toute la maisonnée dormait. Elle le lui apporta le lendemain matin, sur un plateau d'argent, avec une tasse de tisane fumante. « Pour te redonner un peu de force, mon ami, murmura-t-elle. » Il était si faible qu'elle dut l'aider à se redresser. Elle le regarda le manger, lentement, chaque bouchée semblant lui coûter un effort immense. Quand il eut fini, leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Dans le regard de Charles, il n'y avait plus d'arrogance, plus de cruauté. Pour la première fois, elle crut y voir non pas de la colère, mais de la peur, une peur pure et enfantine, et peut-être une lueur de compréhension, une question muette et terrifiée. Comprit-il, à cet instant ultime, que la femme qu'il avait tant méprisée était l'instrument de son destin? Marie ne le saurait jamais. Elle soutint son regard, sans haine, sans pitié, avec seulement la froideur d'une faim inéluctable. Il mourut cette nuit-là, non pas dans un cri, mais dans un soupir, comme une bougie qui s'éteint faute d'air. Au début, tout sembla se dérouler comme prévu. La mort fut déclarée naturelle, l'inévitable conclusion d'une maladie non identifiée qui l'avait consumée. Marie joua le rôle de la veuve éplorée avec une perfection qui trompa même les plus méfiants. Les funérailles furent sobres. Le glandier semblait enfin respirer. Pour Clémence et Marie, c'était le premier jour d'une liberté fragile. Mais c'était sans compter sur la ténacité et la haine de la famille Lafarge. La mère de Charles et ses sœurs, qui n'avaient jamais accepté cette Parisienne instruite et arrogante, refusèrent de croire à une mort naturelle. Elles commencèrent à murmurer, à répandre des rumeurs. Elles parlèrent des gâteaux que seule Marie préparait, de sa froideur apparente pendant la maladie de son mari, et surtout, elles trouvèrent un témoin inattendu. Une cousine éloignée qui affirma avoir vu Marie mélanger une poudre blanche dans une tasse de lait. Les rumeurs se transformèrent en accusations formelles. Une enquête fut ouverte. Et c'est là que l'histoire de Marie Lafarge quitta le domaine du drame domestique pour entrer dans la grande histoire de la justice et de la science. L'enquête locale, menée avec amateurisme, ne donna rien. Mais la famille Lafarge, grâce à ses relations politiques, fit pression. L'affaire remonta jusqu'à Paris. Un jeune magistrat ambitieux, fasciné par les nouvelles avancées scientifiques qui faisaient grand bruit dans la capitale, vit dans cette affaire une occasion unique de se faire un nom. Il fit appel à l'homme providentiel,
le seul capable, disait-on, de faire parler les morts. Le grand chimiste et toxicologue, Mathieu Orfila. L'exhumation du corps de Charles Lafarge fut ordonnée. Un acte qui horrifia la communauté locale, le considérant comme une profanation, mais qui passionna la presse nationale, toujours avide de détails macabres. Le destin de Marie n'était plus entre ses mains. Il était désormais entre celles de la science, une science jeune, prometteuse, mais encore faillible. La deuxième partie de son épreuve, la partie publique, la plus cruelle, allait commencer. Le procès de Marie Lafarge ne fut pas simplement un procès. Ce fut un spectacle national, un drame en plusieurs actes qui se joua non seulement dans l'enceinte étouffante du tribunal de Tulle, mais aussi dans les colonnes de chaque journal du royaume. La France entière, de la paysanne illettrée à l'intellectuel parisien, se passionna pour cette affaire, qui devint un véritable feuilleton médiatique. Elle cristallisait toutes les tensions de l'époque, la lutte entre Paris et la province, la méfiance envers les femmes instruites, et surtout, la confrontation naissante entre la vieille justice, basée sur le témoignage et l'intime conviction, et une nouvelle forme de vérité, froide, logique et prétendument infaillible, la preuve scientifique. La salle d'audience devint un théâtre où s'affrontaient deux mondes. D'un côté, le monde de la tradition, des rumeurs de village, des haines recuites et des témoignages contradictoires. La famille Lafarge, menée par une belle-mère acariâtre, dépeignit Marie comme une créature froide, calculatrice, une Parisienne arrogante qui n'avait jamais aimé son mari et qui l'avait tué par cupidité ou par dégoût. Des domestiques, intimidés ou soudoyés, vinrent confirmer avoir vu madame préparer des boissons étranges. Le témoignage clé fut celui d'une cousine éloignée, une femme au regard fuyant, qui jura sur le crucifix avoir vu Marie mélanger une poudre blanche, qu'elle conservait dans une petite boîte, dans une tasse de lait destinée à son mari. De l'autre côté, il y avait la défense, menée par le célèbre avocat parisien, Maître Paillet. Un homme à la stature imposante et à l'éloquence romantique, il présenta une toute autre Marie, une victime, une âme sensible et poétique, une fleur délicate transplantée dans un sol aride et brutal, écrasée par la grossièreté d'un mari qu'elle n'avait pas choisi. Il lut à la cour les lettres poétiques de Marie, fit pleurer une partie de l'audience en décrivant sa solitude et son désespoir au glandier. Il fit témoigner d'autres domestiques, comme la vieille cuisinière, qui décrivirent Marie comme une maîtresse douce et juste, et Charles comme un homme colérique et souvent cruel. Mais au fond, tout le monde savait que l'issue du procès ne reposait pas sur ces témoignages humains, si émouvants ou si accablants soient-ils. Elle reposait sur la science, sur les épaules larges et confiantes de M. Mathieu Orfila. Le point culminant du procès, le moment que toute la France attendait, fut le fameux test de marche. Devant une salle silencieuse, où l'on aurait pu entendre une mouche voler, Orfila, avec la précision d'un chirurgien et le talent d'un homme de spectacle, effectua son expérience. Il expliqua chaque étape d'une voix claire et forte, transformant la salle d'audience en amphithéâtre universitaire. Il montra les extraits prélevés sur les organes de Charles Lafarge. Il les introduisit dans son appareil de verre complexe. Puis, il alluma la flamme du bec Vincent. La tension était à son comble, presque physique. Marie, sur son banc, ne sia pas. Son visage était d'une pâleur de marbre. Elle ne regardait pas Orfila, ni le jury, ni le juge. Elle regardait la petite flamme bleue danser sous le tube de verre, comme si elle regardait son propre destin se forger, atome par atome, dans le feu de la science. Et puis, le résultat tomba. Un dépôt, un miroir métallique, faible, très faible, mais indéniable, apparut sur la paroi froide du tube. Un murmure parcourut la salle, vite réprimé par le marteau du juge. C'était la preuve. La science avait parlé. L'arsenic était bien là. La plaidoirie finale de Maître Paillet fut un chef-d'œuvre d'éloquence désespérée. Il attaqua la fiabilité du test avec une férocité d'avocat et une connaissance scientifique surprenante.
Il argua, non sans raison, que les produits chimiques utilisés par Orfila pouvaient eux-mêmes être contaminés par de l'arsenic, que l'appareil n'était pas fiable, que la quantité détectée était infinitésimale. Il dépeignit Marie comme la première victime d'une science arrogante et encore expérimentale. Il supplia le jury de juger avec leur cœur, avec leur humanité, et non avec les ombres incertaines d'un tube à essai. Mais la preuve scientifique, si nouvelle, si moderne, si vraie en apparence, semblait irréfutable pour le jury composé de notables de province, des hommes pragmatiques et méfiants envers les envolées lyriques d'un avocat parisien. Le verdict fut rendu après une courte délibération. Coupable, avec circonstances atténuantes. Travaux forcés à perpétuité. Le bruit du marteau du juge sonna comme le claquement d'une porte de prison se refermant pour toujours. Alors que Marie était emmenée hors du tribunal, la foule massée sur la place était partagée entre les huées haineuses de ceux qui la voyaient comme un monstre, et les cris de courage, Madame, de ceux qui la voyaient comme une martyre. Elle était désormais, aux yeux de la loi et de l'histoire officielle, une meurtrière. Mais dans les semaines et les mois qui suivirent le verdict, alors que Marie commençait sa longue descente aux enfers dans le système pénitentiaire, une autre histoire commença à circuler. Une histoire murmurée, non pas imprimée. Une histoire qui ne venait pas des experts de Paris, mais des gens simples de Corrèze. L'histoire de la petite servante, Clémence. On apprit qu'elle avait quitté le Glandier juste après la mort de Charles, bien avant que l'enquête ne commence. Elle avait été envoyée dans un couvent lointain en Normandie, son voyage et sa pension payés par une bienfaitrice anonyme. On commença à parler plus ouvertement, maintenant que le maître n'était plus là pour inspirer la terreur, de la cruauté de Charles, des bleus sur le corps de la jeune fille, des autres servantes qui, avant elle, avaient quitté le service dans des circonstances troubles. Et lentement, très lentement, comme une image se développant dans un bain photographique, l'image de Marie commença à changer. Non pas dans les archives de la justice, mais dans la conscience et la mémoire du peuple. La loi l'avait condamnée. Mais une autre forme de justice, plus intuitive, plus humaine, commençait à la réhabiliter. Elle n'était plus la meurtrière du Glandier. Elle devenait l'ange du Glandier. L'ange qui avait vu la souffrance d'une innocente et qui avait sacrifié sa propre vie, sa liberté et sa réputation pour la sauver, puisque personne d'autre ne l'aurait fait. Les gâteaux empoisonnés, dans cette nouvelle version de l'histoire, devinrent un symbole. Non pas de meurtre, mais de justice immanente, une légende murmurée au coin du feu comme un avertissement aux hommes cruels qui pensent que les murs de leur domaine peuvent les protéger de tout. Marie Lafarge mourut en prison en 1852, à l'âge de 36 ans, usée par la maladie, le chagrin et les conditions de détention inhumaines. Jusqu'à son dernier souffle, elle clama son innocence. Légalement, elle reste une criminelle, la première personne condamnée en France sur la base d'une preuve toxicologique directe. Mais moralement, était-elle une meurtrière, une victime ou une héroïne? Son histoire est devenue une légende précisément parce qu'elle refuse de nous donner une réponse simple. Elle nous laisse avec une question troublante, une question qui résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où la justice a toujours ses failles et ses angles morts, jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller pour protéger ceux que l'on aime, lorsque la justice des hommes est sourde, aveugle et lointaine? L'héritage de Marie n'est pas celui d'une criminelle, mais celui d'une énigme. Elle a forcé le monde à regarder les limites de sa propre justice et à prouver que parfois, la vérité la plus profonde ne se trouve pas dans les preuves tangibles d'un laboratoire, mais dans la force silencieuse et incommensurable d'un sacrifice. Clémence, grâce à elle, a vécu une vie libre et longue, loin de la brutalité du Glandier. Elle a fondé une famille, appris à ses propres enfants à lire, transmettant la lumière que Marie lui avait donnée. Et l'ange du Glandier, lui, continue de vivre dans les fables de la Corrèze, un rappel éternel que la justice prend parfois des chemins bien plus sombres, bien plus complexes que ceux tracés par la loi des hommes.
L'histoire de l'ange du Glandier puise sa source dans l'une des affaires criminelles les plus célèbres et les plus complexes du XIXe siècle français. Une affaire qui, en 1840, a transformé la nation entière en une scène de théâtre, la fameuse affaire Lafarge. Le récit que nous avons partagé est une interprétation, une respiration au sein de ce cadre historique. La véritable culpabilité ou l'innocence de la vraie Marie Lafarge demeure, aujourd'hui encore, un secret qui divise les historiens et les juristes. Son procès fut un tournant, le moment où, pour la première fois, le poids de la science fut placé sur la balance de la justice, où la toxicologie judiciaire fit ses premiers pas hésitants. Le vainqueur dans cette salle d'audience ne fut peut-être ni l'avocat de Marie, ni le procureur, mais la chimie elle-même. Cependant, l'histoire écrite par la loi n'est pas toujours la même que la vérité qui vit dans le cœur du peuple. Les archives condamnent Marie comme la meurtrière de sang-froid, qui a lentement empoisonné son mari à l'arsenic. Mais les murmures du peuple racontent que la justice trouve parfois son propre chemin dans les endroits les plus inattendus. Ils ont vu la tyrannie derrière les murs sombres du Glandier, la peur dans les yeux d'une jeune servante innocente et le désespoir d'une femme instruite et piégée. C'est pourquoi la femme que le tribunal a marquée du sceau de meurtrière s'est transformée dans la conscience populaire en un ange. Son histoire n'est pas seulement l'anatomie d'un crime, mais aussi la naissance d'une légende. C'est une question éternelle sur la nature de la justice, sur l'appartenance de la vérité et sur les limites que l'on peut franchir pour protéger un innocent. Car parfois, l'histoire n'est pas ce qui est écrit à l'encre dans le registre du tribunal, mais ce qui survit à travers le temps et le silence dans les murmures. Et l'ange du Glandier, de tous ces murmures, reste le plus inoubliable.